L'échiquier international, bienvenue. Du 22 au 24 août prochain, la ville sud-africaine de Johannesburg accueillera le 15e sommet des BRICS. Les BRICS, simple acronyme de 5 lettres, en tout et pour tout, c'est l'équivalent de la moitié du monde au point de vue démographique, 20% de la croissance de la richesse mondiale annuelle par rapport au PIB et selon certaines estimations, la moitié de la croissance du monde. La locomotive des BRICS, l'éléphant dans la pièce et la Chine, naturellement, la puissance du pays impose de plus en plus les orientations économiques du groupe. La Chine est le pays le plus important qui contribue déjà depuis pas mal d'années à la croissance mondiale avec une part très élevée. Les BRICS, acronyme renvoyant aux 5 grandes puissances émergentes, un groupe qui entend bien passer sur les institutions internationales en foulant au pied avec une politique implicite ou ouverte de la dédollarisation, c'est-à-dire dépassant les accords, les fameux accords de Bretton Woods et la naissance d'une nouvelle map monde économique mondial. Les BRICS, comment justement concrétiser ce projet du pendant d'une autre mondialisation où les Occidentaux devront partager leur volonté de puissance. Quels sont justement les obstacles, les défis et quelle serait la position des États-Unis à travers la dédollarisation souhaitée par les nouvelles puissances et l'Algérie dans tout cela? Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, fait savoir que l'Algérie a déposé une demande officielle pour devenir un actionnaire de la nouvelle banque de développement des BRICS avec une première contribution financière de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. On va en parler de tout et davantage avec notre invité du jour dans quelques secondes. Je vous le disais, les BRICS ou la nouvelle carte économique mondiale, concrètement, c'est pour quand et comment? Et surtout, qu'est-ce qui gagne l'Algérie? On en parle avec l'économiste et l'analyse politique Mahfoud Kaoubi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Alors, les BRICS, on a l'impression que c'est une sorte de non-alignés, de pays non-alignés revisités qui ne dit pas son nom. En quelques mots, pouvez-vous nous rappeler quel est l'objectif des BRICS? Bon, l'objectif des BRICS est de procéder à un ajustement de l'environnement institutionnel et des instruments économiques et financiers qui régissent les rapports économiques dans le monde. Donc, une adaptation de l'environnement institutionnel qui n'est plus adapté, qui n'est plus outillé par rapport à la réalité économique, et puis une remise en cause d'une hégémonie du dollar et des monnaies occidentales qui ont été imposées dans le cadre d'un monde unipolaire, dans le cadre de la globalisation et de la mondialisation, et qui a donné surtout lieu à des excès, aussi bien en matière économique, par une exportation des États-Unis et de l'Europe de leur inflation, et donc à faire supporter au monde émergent principalement les échecs économiques et la mauvaise gouvernance dans ces États, et puis qui a donné lieu aussi à des excès en matière d'ingérence et de l'intervention, même militaire, dans des pays émergents et des pays sous-développés, sous couvert donc d'une légitimité et de règles, de valeurs de droit international nouveau qui est complètement déconnecté par rapport aux principes et aux valeurs qui ont jusque-là duré et qui étaient beaucoup plus construites sur le principe de la non-ingérence et des droits des États et des nations d'aspirer au développement avec des outils politiques et économiques qui sont les leurs. Justement, on va en parler. En préparant cette émission, on s'est rendu compte que l'appellation des BRICS, on la doit à un certain Jim O'Neill, qui n'est autre que l'ancien économiste en chef d'une grande banque américaine d'affaires, la fameuse Goldman Sachs, qui a été l'inventeur de l'acronyme en 2001. À l'époque, sans l'Afrique du Sud, donc c'était les BRICS, on tablait, enfin lui-même tablait dans son analyse sur la fin de la domination économique américaine, le décollage aussi des pays émergents, et surtout il s'intéressait à la Chine car les États-Unis à ce moment-là désindustrialisaient beaucoup vers ce pays, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc, partant d'une observation objective qui faisait que durant les 3 décennies, donc allant de 1980 jusqu'à 2010, les 4 pays qui sont le Brésil, la Chine, la Russie et l'Inde connaissaient un développement assez particulier, une croissance qui était nettement supérieure à celle observée dans le monde occidental. Donc, des pays qui ont mis en place des instruments qui rentraient dans le cadre de la théorie du capital humain. Il faut juste rappeler que William Theodore Schultz, prix Nobel en économie en 1983, a fait ressortir dans son livre Inné de richesse que d'homme, il a fait ressortir cette conclusion que la Chine et l'Inde et les dragons, ce qu'il appelait les dragons, donc la Malaisie, l'Indonésie, seraient à partir du 2e millénaire les pays qui vont être pratiquement dans les 10 premières nations en matière de développement dans le monde. Donc il a même anticipé sur le bouleversement de cet ordre dans le domaine de la croissance. Donc ça, c'était sur le plan de l'observation et sur le plan de la dynamique que connaissaient les BRIC de l'époque. Mais le tournant le plus important était en 2009, d'ailleurs qui est la date qui marque la constitution officielle du groupe et qui correspond à une réaction à la crise des subprimes et à l'opposition marquée des 4 pays pour ne plus subir les incohérences et puis surtout les échecs de la gouvernance américaine, que ce soit sur le plan financier, qui ont été marqués par une très grande crise financière, bancaire, et qui devait être exportée, donc toucher tous les autres pays, quand bien même ces pays n'avaient aucune implication et aucune responsabilité sur cette faillite. Donc, sous couvert de la mondialisation, les autres pays, notamment émergents, devaient supporter une partie, donc, et payer un impôt pour une activité qu'ils n'avaient même pas exercée. Donc, sur le plan financier, il y avait cette opposition des BRIC à ne plus supporter des conséquences financières et économiques, comme ça a été le cas antérieurement, et qui pouvaient les appauvrir et les mettre dans une situation de subordination par rapport à l'économie américaine, juste par rapport à une doctrine qui se voulait sous couvert de la mondialisation et d'un système de valeurs vertical qui imposait aux autres les erreurs qui étaient commises par les grandes nations. Sur le plan de la gouvernance aussi, donc les États-Unis ont marqué un excès en matière de déficit public qui ne faisait que s'accumuler depuis 1971 et qui a servi au financement des différentes guerres que les États-Unis ont menées et qui aussi ont financé une certaine médiocrité en matière de gouvernance publique. Cette inflation et cette dette publique était aussi supportée du moment où le dollar était une monnaie d'échange et une monnaie de réserve. Donc les États-Unis peuvent imprimer du dollar sans se soucier au problème d'inflation du moment où cette inflation était exportée et supportée par les autres pays. Maintenant, du moment que les BRIC commençaient à participer activement dans la croissance mondiale et qu'ils avaient aussi leurs propres préoccupations de répartition de richesses et de règles de bonne gouvernance, ils ont, d'une manière très légitime, ils se sont constitués en groupe d'intérêt et puis ils se sont mis à dire qu'on va œuvrer dans la durée à renverser ce cadre économique, ces principes de gestion des relations économiques et financières sur le plan mondial qui, en fin du compte, sont en train d'anéantir tous les efforts de développement et qui sont en train de consolider une gestion
unilatérale qui ne faisait que consolider le pouvoir des États-Unis et de l'Europe. Alors, Mahfoud Kaoubé, avançons si vous le voulez bien. Il y a un autre sujet où on entend tout et son contraire. Avec cette fameuse dédollarisation du monde, les BRICS seraient pour créer leur propre monnaie avec une sorte de panier de devises. Une monnaie serait adossée à l'or. On en a parlé lors du dernier voyage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Pékin. Mais n'est-ce pas un paradoxe, puisque depuis de nombreuses années, la Chine soutient le dollar avec des investissements dans la dette américaine? Sérieusement et concrètement, une dédollarisation ferait-elle les affaires de Pékin? Oui, la dédollarisation est un processus qui a commencé bien avant. Je dirais qu'il a commencé déjà en 2004 et 2015 et 2005, si on revient à la période où la Russie commençait à faire des achats massifs d'or, de même, au même titre que la Chine, et commençait à développer une propre politique pour résister et pour pouvoir être dans la capacité de neutraliser au fur et à mesure le pouvoir du dollar. Donc la dédollarisation s'est accélérée surtout avec l'euro qui a commencé à prendre de la valeur dans le système de réserve de change mondial et qui a commencé à concurrencer le dollar. Mais la politique chinoise a été assez particulière dans la mesure où, comme vous l'avez présenté actuellement, la Chine a soutenu durant plusieurs décennies jusqu'au jour d'aujourd'hui le dollar d'une manière assez particulière, du moment qu'elle achetait massivement des obligations du Trésor américain dans le but de maintenir une valeur du dollar à un certain niveau qui permettait en même temps à la production chinoise d'être compétitive. Donc un dollar surévalué ne pouvait que faire les affaires des Chinois qui produisaient plus, et avec un yuan qui était faible par rapport au dollar, ceci ne pouvait qu'accroître les volumes d'exportation de la Chine envers les différentes zones, mais aussi d'accroître les exportations chinoises envers les États-Unis. Alors, il y a aussi, sur un autre aspect, il y a une espèce de retour d'expérience des pays en développement, puisque durant la guerre froide, beaucoup de leurs territoires ont servi de guerre de proxy entre les États-Unis et l'URSS. On a utilisé leur pays, leur espace, comme étant des espèces de théâtres interposés qui ont servi de bataille durant la guerre froide, comme l'Angola, la RDC ou la région sud-est ou sud-asiatique, le Vietnam bien sûr. L'Algérie a su parfois jouer sur les deux types de diplomatie, enfin c'est une autre histoire, mais avec la crise des céréales et à cause de la guerre en Ukraine, les pays africains semblent prendre davantage leurs intérêts propres en compte. Oui, cette prise de conscience est de plus en plus manifeste de la part des pays africains. D'une part parce que leurs élites ont plus d'expérience par rapport à la période des guerres froides, donc des pays africains qui venaient d'accéder à leur indépendance n'avaient pas cette accumulation d'expérience qui est la leur actuellement. De l'autre côté, l'influence, donc, que ce soit du bloc de l'Est ou de l'Ouest, était encore important dans ces pays, ce qui a fait qu'ils étaient assez en retard par rapport aux enjeux de cette guerre froide, et ils ont payé le prix par un retard en matière de croissance et de développement. Maintenant, ce qu'on est en train de connaître est une prise de conscience, mais des fois, permettez-moi de le dire, qui est un petit peu exagérée et un petit peu qui est de l'ordre de l'émotionnel et qui surtout essaie d'être loin des véritables enjeux. C'est vrai que l'Afrique doit se positionner intelligemment, mais dans tout cela, c'est surtout une politique de développement qui devrait être tracée, c'est surtout une stabilité qui doit être retrouvée, c'est surtout une transparence au niveau des États africains et une stabilité institutionnelle qui devrait être retrouvée, et surtout des choix économiques clairs qui permettraient
de se positionner intelligemment dans cet échiquier qui est en train de se composer et de tirer surtout profit des possibilités qu'offre ce repositionnement. Donc, j'entends ici et là parler d'une nouvelle monnaie africaine, comme si que ça sera une monnaie qui va détrôner le dollar ou qui va participer dans la dédollarisation, restant rationnel. Les priorités sont autres. C'est vrai qu'un système de compensation permettrait d'accélérer les échanges interafricains, mais on est loin de cette monnaie qui pourrait, sur le court terme au moins, s'imposer devant des monnaies importantes, car la monnaie, avant tout, n'est que le reflet d'une compétitivité d'une économie et de la santé d'une économie, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et là, les États africains doivent s'occuper à procéder à toutes les transformations qui permettraient de rendre leur économie attractive à l'investissement, d'avoir de la visibilité, afin de produire de la richesse dans un premier moment. Alors, justement, je voudrais parler aussi d'autre chose. La politique s'invite éventuellement au futur sommet des BRICS qui aura lieu, on le rappelle, dans un mois, fin août, à Johannesburg. Le président russe, Vladimir Poutine, aurait renoncé à y assister, mais tout de même, nous sommes ici en présence d'une situation un peu cocasse, puisque la Russie est un acteur principal des BRICS, avec à sa tête un premier représentant sous mandat d'arrêt. Donc, peut-être que Poutine évite, avec son absence, à embarrasser ses hôtes. Oui, c'est ce qui semble être le cas, puisqu'hier, une annonce a été faite que le président russe participerait à visioconférence au sommet. Mais au-delà de l'amplification de la chose de la part des médias occidentaux surtout, c'est les aspects objectifs qui prendraient les dessus. Donc, assister physiquement ou à distance n'est pas ça qui remettrait en cause la machine qui est en cours, qui est en marche d'ailleurs. Et je considère, en tous les cas, le prochain sommet verra des annonces importantes. Des annonces importantes seront faites au courant de ce sommet. Et donc, ce mandat d'arrêt international ne fait d'ailleurs que confirmer les appréhensions des pays des BRICS par rapport à un droit international qui permet l'ingérence sous couvert de prétexte de protection des droits humains, etc. Alors, ingérence, après la Russie, j'aimerais parler d'un pays aussi, le Brésil. Durant de nombreuses années, il semble qu'il y ait eu un bras de fer, voire une tension un peu accrue entre le Brésil et les États-Unis. Alors, lors des premiers mandats de Lula, il y avait une volonté de contrôler, de la part de Lula, un pétrole sans passer par les grosses structures américaines, en vendant d'ailleurs son pétrole en réal. Washington a fait pression pour affaiblir Lula et on connaît la suite, il a fini emprisonné. Pareillement pour Dilma Rousseff, qui elle a convoqué à l'époque l'ambassadeur américain suite à des écoutes de la NSA. Les problèmes non plus n'ont pas tardé. Bolsonaro, on peut dire ce qu'on veut, mais a aussi critiqué vertement les orientations économiques mondiales de Davos, avec le représentant principal qui n'est autre que Klaus Schwab. Il perd l'élection à cause d'une affaire, semble-t-il, de fraude, mais quiconque connaît le Brésil, c'était un épiphénomène. Alors aujourd'hui, ironie du sort, qui est président de la Banque des BRICS de développement? La brésilienne Dilma Rousseff. Il y a ici, peut-être, la symbolique est forte, mais il y a une volonté aussi de répondre à la mainmise peut-être américaine sur le Brésil et au-delà des banques de développement pour les pays concernés. Tout à fait. Donc la volonté des pays des BRICS, c'est de s'émanciper du diktat des institutions internationales qui utilisent divers instruments d'ordre purement financier, économique, mais aussi de droit et de pression médiatique qui font
qu'il s'ingère dans les affaires internes des pays. Vous avez donné des exemples dans divers pays et ceci s'accentue parfois. Ils font même appel à l'intervention militaire, comme ça a été le cas dans plusieurs pays. Et c'est justement cette préoccupation qui fait que les pays émergents sont solidaires, les 5 pays déjà, et ça confirme tout l'intérêt qu'accordent les autres pays émergents. Il y a qu'à voir le nombre de pays en voie de développement qui ont émis le vœu de rentrer dans les BRICS, rien que par rapport à cette question de se protéger par rapport aux ingérences qui, il faut le rappeler, constituaient un handicap certain du moment que les sanctions économiques empêchaient certains pays de disposer de la réserve de change et mettaient les pays dans des situations de déséquilibre interne qui étaient à l'origine d'instabilité institutionnelle et qui, à la fin, portaient au niveau de la gouvernance les partis ou les personnes que le monde occidental préférait qu'ils soient à la tête de ces pays. Mahfoud Kaoubé, et l'Algérie dans tout ça? Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait savoir que le pays a déposé une demande officielle pour devenir actionnaire de la nouvelle banque de développement des BRICS avec une première contribution financière de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. C'était lors d'une interview accordée à la télévision centrale de Chine, la CCTV, et a indiqué que la demande a été adressée d'adhésion à la banque, à la directrice de la banque des BRICS, Dilma Rousseff. Alors, où en est-on? Quelles sont nos potentialités? Peut-être quels sont nos obstacles avant de concrétiser la demande en question? Bon, premièrement, par rapport à la demande d'adhésion à la Banque de développement des BRICS, je pense que la demande sera entérinée et l'adhésion de l'Algérie à la banque sera acceptée du moment que même on a une date des pays... Pardon? On a une date, un calendrier, une feuille de route? Bon, les délais de réponse, comme statutairement, on devrait avoir dans le mois qui suit une réponse favorable par rapport à l'adhésion. Je rappelle juste que des pays non membres du BRICS font partie de la Banque de développement. Je cite l'Égypte, le Bangladesh, tout à fait. Donc, un apport en capital de la part d'un pays est toujours le bienvenu. Et ça pourrait être aussi un signal qui démontre qu'il y a une acceptabilité pour que l'Algérie fasse partie du BRICS. Maintenant, le BRICS aussi, dans ce contexte de volonté de revoir les règles qui régissent sur le plan institutionnel et sur le plan des instruments économiques et financiers qui régissent les relations économiques. Il y a une politique de modernisation, normalement, des systèmes bancaires peut-être à apporter sur la politique industrielle. Oui. Donc, la venue de l'Algérie ne pourra, à mon sens, être qu'acceptée aussi dans les BRICS. Donc, sur le court terme, on verra certainement que l'Algérie sera acceptée parce que tout simplement l'Algérie a du poids, elle a une stabilité institutionnelle, elle a un fort potentiel en matière de développement et donc de croissance et elle a une influence un peu très importante sur le plan régional et continental. Maintenant, juste, je voudrais préciser que l'adhésion au BRICS ne fera pas de l'Algérie un pays développé, comme certains avis extrêmes et souvent passionnés veulent le présenter. C'est juste quelque chose d'important. L'Algérie a tracé sa voie en matière de développement économique. Le choix des pouvoirs publics est de diversifier les partenariats avec les différents groupements. On a vu un partenariat stratégique avec l'Italie, la même chose avec le Portugal. Oui. Des négociations sont actuellement en cours avec d'autres pays occidentaux. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Le fait de diversifier, d'adhérer aux BRICS, ça nous donne une autre marge de manœuvre et de grandes possibilités pour concrétiser le plan de développement avec différents partenaires. Désolé de vous couper, Mahfoud Kaoubi. Merci pour tous ces éclaircissements. Malheureusement, le temps file et le programme impose qu'on en reste là. Merci de m'avoir accompagné durant cette émission et pour toutes vos explications. Voilà, ça sera tout pour l'Échiquier international du jour. Je vous dis à demain et d'ici là, portez-vous bien.